Donc, la caractéristique de la diode, c'est tout simplement cette courbe-là qui représente le courant qui la traverse lorsque la tension à ces bornes est égale à VD. Donc, remarquez qu'ici, on est dans une convention récepteur, c'est-à-dire que ID, il est opposé en sens à VD. Donc, c'est une courbe qui est exponentielle, mais pour pouvoir l'utiliser, on va essayer de la simplifier. Alors, comment on la simplifie? On suppose que tant que la tension au bornes de la diode est négative ou bien inférieure à un certain seuil UT, il n'y a pas de passage de courant. Le courant qui la traverse, il est nul. Et au-delà de UT, il y a cette droite-là. On va un petit peu linéariser ce phénomène-là en disant qu'il s'agit d'une pente 1 sur RD. RD va être dans ce cas la résistance interne de la diode. Donc on peut schématiser une diode traversée par un courant ID comme étant un interrupteur soit fermé soit ouvert avec une résistance interne RD et une tension seuil UT. Threshold. Donc cet interrupteur, il est fermé. Donc justement, il ne doit pas être ouvert ici, c'est juste pour le schématiser son existence. Mais ici, il doit être fermé pour représenter le fait que la diode, elle est passante. Donc, bien sûr, si la diode est non passante, l'interrupteur va être ouvert. Alors, bien sûr, on peut aller encore plus dans les simplifications en supposant que UT et que RD, ils sont nuls. Puisque justement UT pour le germanium est le 2,03, pour le silicium est le 2,07, 0,6, ça dépend du dopage. Donc, si on s'attaque à des tensions comme 200 volts ou 50 volts, 0,4 et 0,6, c'est des tensions négligeables. De même pour la résistance, on va supposer qu'elle est nulle. Et donc, on va obtenir une caractéristique qui est de cette forme-là. Donc, il n'y a pas de passage de courant tant que la tension elle est nulle. Puis, dès que la tension est positive, il y aura un passage infini de courant, comme si c'était un fil. Et dans ce cas, on peut schématiser la diode comme étant juste un interrupteur fermé ou ouvert selon la valeur de la tension VD. Donc, lorsque la tension est négative, la diode est non passante. Lorsque la tension est positive, la diode est un fil. Attention, il y a ce qu'on appelle la diode Zener. Alors, normalement, une diode normale, si jamais on lui implique une tension inverse négative très grande, attention, elle aussi va devenir passante. Mais elle va devenir passante de façon irréversible. Pourquoi? Parce que tout simplement ce champ extérieur additionné au champ intérieur, ça va donner un champ très important qui va cette fois-ci avoir un effet d'ionisation des atomes. C'est-à-dire qu'il va détruire la structure de semi-conducteur que l'on a. Et dans ce cas, ça va être irréversible. C'est-à-dire que votre diode, elle est claquée, elle est détruite une fois pour toutes. Vous ne pouvez pas la réutiliser par la suite. À l'inverse, on a ce qu'on appelle la diode Zener, qui, elle a ce phénomène de passage de courant dans le sens inverse, mais qui est contrôlé avec une tension seuil VZ ou tension de Zener qui permet justement qu'une fois on lui applique une tension inverse Zener, cette tension elle va permettre de faire passer du courant. Ça ne va pas être irréversible, donc on pourra revenir vers l'autre sens sans problème. Et attention ici, donc remarquez que c'est tellement droit que justement, si la diode Zener elle est passante en inverse, la tension à ces bornes va être VZ directement. Il n'y aura pas de fluctuation. C'est pas comme ici, la tension elle est fluctue autour d'une certaine, pas elle fluctue, mais elle est autour d'une certaine valeur. D'accord, donc diode Zener ne sera pas traité dans le cas de ce cours, mais je voulais juste que vous compreniez c'est quoi l'effet Zener. Alors, première ou l'application la plus importante des diodes, la plus répandue surtout, c'est le redressement. Alors, le redressement, c'est quoi? C'est le fait de transformer un signal alternatif, souvent sinusoïdal, en un signal continu. C'est une fonction vitale dans notre vie parce que la majorité des composants électroniques que l'on a, que ce soit vos PC, vos téléphones, vos montres, tous les équipements électroniques, ils fonctionnent en continu.
Or, la production de l'énergie électrique, elle se fait en alternatif. Donc, votre secteur, la prise de votre secteur, elle vous donne du courant alternatif. Et ça, c'est un grand débat, je ne rentrerai pas trop dessus, mais il faut savoir que on a besoin de transformer l'alternatif en continu, soit pour faire fonctionner les équipements électroniques, soit justement pour parfois charger les batteries. Parce que les batteries, ben, ils sont continus. Et justement parce que les batteries sont continues, parfois on a besoin du phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer ce qu'on appelle un alternateur qui va transformer le continu en alternatif. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on ne va pas traiter dans ce cours. Donc, dans ce cours, on va s'intéresser à la première fonction qui est le redressement. C'est-à-dire transformer un signal alternatif en un signal continu. En faisant ça, qu'est-ce que je voudrais? Ben, je voudrais d'abord qu'il n'y ait pas ces petites fluctuations ici. Je voudrais les minimiser au maximum. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais conserver au maximum l'énergie. C'est-à-dire que je voudrais que ce soit le plus haut possible. Donc, je ne voudrais pas que cette barre-là soit trop petite parce que dans ce cas, je serais en train de perdre de l'énergie. Donc, je voudrais conserver mon énergie au maximum. Alors, première façon de faire ça, c'est ce qu'on appelle le redressement mono-alternance en utilisant une diode. Alors, prenons par exemple le cas d'un secteur 220 qu'on va prendre un transformateur, disons par exemple 220 à 50 Hz, pardon, à 50 volts, et puis qu'on attaque une diode avec une certaine charge. Alors, si on fait ça, et qu'on applique ça à un fonctionnement d'une diode idéale, ça veut dire que lorsque la tension elle est à ces bornes positives, il y aura passage de courant. Lorsque la tension à ces bornes serait négative, lorsque VE serait négatif, ben, la charge, le courant ne passerait pas. Et si le courant ne passerait pas, donc IL va être égal à 0 et systématiquement VL est égal à 0. Donc si on regarde VL dans un oscilloscope, on va observer la chose suivante. Si on observe VE avec VL, c'est-à-dire la tension de source avec la tension de charge, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que lorsque le signal VE est positif, le signal VL, il est égal à VE, puisqu'on va supposer que la diode c'est juste un fil. On ne va pas considérer la tension seuil et on ne va pas considérer la résistance interne de la diode. Donc on va avoir VE est égal à VL. Et une fois qu'on va avoir VE qui va devenir négatif, ben dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? IL est égal à 0, donc VL est égal à 0, et donc on va bloquer, on dit qu'on va bloquer l'alternance négative. On va appeler ça l'alternance positive et ça l'alternance négative. Donc, un redressement mono-alternance, il fait passer l'alternance positive et il bloque l'alternance négative. L'effet de ça, c'est que lorsque je calcule la valeur moyenne c'est l'intégrale sur 2pi, 1 sur 2pi de 0 à 2pi de VL t dt, ben ça va me donner que la valeur moyenne de ce signal-là, c'est un Vmax sur pi. J'ai un petit peu le 1 tiers de Vmax. C'est-à-dire que la valeur moyenne se situerait ici. Alors, je remarque bien que j'ai une valeur moyenne positive, sachant que ce signal-là a une valeur moyenne négative. Donc, j'ai un petit peu redressé, je pourrais dire que j'ai un petit peu redressé mon signal. Donc, j'ai une valeur moyenne de ce signal. Si j'ai un circuit qui n'est pas trop rapide, il va juste récupérer la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, c'est un Vx sur pi. Donc là, et la deuxième chose que je vois ici, c'est que j'ai une variation de tension qui est égale à delta V, c'est-à-dire delta VL d'ici à ici, qui est égal à Vmax. D'accord? Donc j'ai une grande variation de tension, donc ce n'est pas très bon comme redressement. C'est un redressement qui n'est pas assez bon. Bien sûr, ça se voit donc, et on peut le démontrer par calcul. Le deuxième type de redressement, c'est ce qu'on appelle le redressement double alternance. Le redressement double alternance, c'est ce qui permet de récupérer les deux alternances et non pas de gâcher l'alternance négative. Alors on peut faire ça en utilisant un transformateur point milieu. Un transformateur point milieu, c'est un transformateur qui me présente donc une tension ici de par exemple secteur de 220 à 50, mais j'aurai ici 50 d'un côté et 50 d'un autre. Alors,
si j'utilise le montage suivant avec deux diodes, alors dans ce cas, je vais avoir l'alternance positive qui va passer par la diode D1 et l'alternance négative qui va passer par la diode D2. Donc, remarquez qu'un transformateur point milieu, il va me donner deux tensions V1 et V2 qui sont en opposition de phase. Donc, vous avez V1 qui est égal strictement moins V2. Bien sûr, si le transformateur est bien fait. Donc, V1 est égal à moins V2. Donc, lorsque il y a V1 qui est dans l'alternance positive, le V2 est dans l'alternance négative, et donc D2 n'est pas passante, mais D1 est passante. Donc, je vais avoir juste cette partie. Ici, je vais avoir un circuit ouvert, donc je ne vais rien avoir. Et lorsque V1 est dans l'alternance négative, je vais avoir V2 qui est positif. Et dans ce cas, D2 va être passant et D1 va être un circuit ouvert. Et donc, RL serait attaqué, quelle que soit la tension du secteur, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Alors, remarquez ici que RL est toujours attaqué d'un courant dans la même direction, c'est-à-dire que soit que le courant passerait par là, soit qu'il passerait par là, et dans les deux cas, il rentrerait de la même façon. Alors, si on veut placer un point de masse ici, ben, c'est logique qu'on va le mettre ici, parce que vous remarquez que ici, toutes les tensions sont en référence à ce point-là. D'accord, ça c'est un autre exemple. Je vous ai dit que c'est toujours la borne négative d'un générateur. Souvent que c'est la borne négative, mais voilà, ici, le point de masse le plus utile serait ici. Bien, alors, deuxième montage qui me permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle un pont diode. Alors, sachez que pour des raisons économiques, puisque le coût d'un pont diode et d'un transformateur point milieu, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, c'est toujours les ponts diodes qui sont moins chers et donc qui sont les plus utilisés en plus du problème d'encombrement parce que un pont diode, ben, on peut le fabriquer en très petit, alors qu'un transformateur point milieu, ça reste un truc encombrant. Et avec la miniaturisation des équipements, ben, c'est systématiquement le pont diode que l'on utilise. Alors, vous avez donc un pont diode qui contient 4 diodes. C'est le même phénomène. Lorsque j'attaque avec un transformateur qui va par exemple transformer 220 à 50 volts, alors là, j'aurai deux scénarios. Dans l'alternance positive, c'est D1 qui va être passante avec D2. Et dans l'alternance négative, c'est D4 qui va être passant avec D3. Alors, dans les deux scénarios, que ce soit avec le point milieu ou avec le pont diode, ben, je vais avoir VL qui va récupérer l'alternance négative et récupérer l'alternance positive. Si on calcule ici la valeur moyenne, ben on va remarquer que VL, la valeur moyenne de VL, elle est cette fois-ci 2 Vmax sur pi, c'est-à-dire un petit peu les 2 tiers de Vmax, c'est-à-dire que la valeur moyenne se positionnerait ici, plus que ici. C'est normal parce que avant on avait une alternance 0, une alternance. Ici on a une alternance suivie d'une alternance. Le deuxième effet que je vais avoir ici, c'est que ce circuit, ou plutôt ce signal, il a une période moitié de la période de ce signal, parce que la période ici, c'est cette période ici, ça c'est la période, et alors que la période ici, c'est celle-là. Ce qui fait qu'on va avoir le double de fréquence. C'est un signal de fréquence. Donc la fréquence du signal VL est égale à 2 fois la fréquence du signal FE. Le problème ici, c'est que c'est vrai, j'ai amélioré la valeur moyenne, mais j'ai toujours le même delta V. Alors, avant qu'on essaie d'améliorer le delta V, alors il faut faire attention à la tension inverse parce que c'est un phénomène qu'on a tendance à négliger. Alors la tension inverse, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de dimensionner votre diode. Quand vous allez pour acheter une diode dans le marché, vous avez toujours une tension inverse de claquage, c'est-à-dire la tension négative que vous imposez à la diode et que si vous l'imposez, ben, vous perdrez votre diode. Alors attention, ça semble parfois discret, mais c'est très important. Alors ici, par exemple, dans le mono-alternance, on va voir quelle est la tension maximale qu'on applique à la diode dans tout notre scénario, parce que ici c'est alternatif, ça change. Et donc, la pire tension que l'on applique, c'est lorsqu'on est au T est égal à TE sur 4, c'est-à-dire au
quart de la période, c'est-à-dire dans le pic, lorsqu'on a V qui est égal à Vmax. À ce moment-là, ben, on a la diode qui est bloquée, donc le IL qui est égal à 0. Et donc, systématiquement, le VL est égal à 0. Et donc, la tension aux bornes de la diode, elle est égale directement à VE. Et ça va être égal à moins Vmax. Donc, si par exemple, ici, le Vmax est égal, donc par exemple, supposons que c'est un 50 volts, j'ai un signal de 50 volts sinusoïdal, mais il faut voir si ma diode supporte 50 volts. Si mon transformateur est un transformateur 220-50, il faut aller voir si cette diode supporte moins 50 volts en inverse. Alors, attention, dans le cas du point milieu, lorsque j'ai par exemple un transformateur 50-50, alors ce qui se passe, c'est que au moment du quart de la période, qu'est-ce que j'ai? J'ai D1 qui est passant. Et donc, il y a un passage de courant ici et D2 qui est inverse. Alors, si on suppose que la diode c'est un fil, donc ici le potentiel à ce point-là c'est moins V1. Et bien sûr, ici le potentiel c'est V2 qui est égal aussi à moins Vmax. Et donc ici, je vais avoir cette diode qui va être entre moins Vmax et moins Vmax, ce qui va faire que ça va être 2 Vmax. Donc la tension aux bornes de la diode, ça va être 2 Vmax. Donc cette fois-ci, il faut voir est-ce que ma diode supporte 100 volts et non pas 50 volts parce qu'à un certain moment, je vais appliquer 100 volts. Alors, dans le cas de la diode, du pont de diode, ben, dans ce cas, je vais avoir le même phénomène, c'est-à-dire je vais avoir mes 50 volts, mais ils vont être divisés sur les deux. Je vais avoir le double de la tension, mais elle va être divisée par 2 diodes. Et donc, je vais avoir 50. Si par exemple j'ai ici 100 volts, ben, je vais avoir 50 au bout de D3 et 50 au bout de D4. Et donc, je vais avoir V inverse de D3 qui est égal à V inverse de D4 qui est égal à moins Vmax. Donc, vous l'avez bien compris, on n'a pas encore atteint une tension continue. Pour pouvoir atteindre cette tension continue, justement, il faudrait essayer de récupérer la valeur moyenne. Et pour récupérer la valeur moyenne, la façon la plus simple, c'est de faire un filtrage. Un filtrage passe-bas pour éliminer les fréquences hautes. Alors, pour faire ça, ben, on peut, le plus simple au monde, faire un filtre RC. Alors, on peut le faire pour le mono alternance, pour le double alternance avec point milieu ou pour le double alternance avec le pont. C'est possible dans tous les cas. Alors, l'idée est tout simplement de rajouter une capacité en parallèle avec la charge. On suppose tout le temps que la charge elle est résistive. Donc, si on rajoute juste une capacité et que la charge elle-même est résistive, on peut avoir ce phénomène de filtrage. Alors, ici, on a juste un petit peu déformé ou reformulé le schéma pour plus de clarté par rapport au schéma utilisé précédemment. Comme on l'a vu précédemment, la capacité, ben, elle va contenir de la charge lorsqu'elle est alimentée et cette charge, elle va pouvoir la redonner lorsque la résistance ne serait plus alimentée. Donc, à un certain moment, une fois que donc la capacité, elle s'est déjà chargée. Donc, pour voir ça, on va commencer par ce lobe ici. Donc, la capacité, elle va se charger à un certain point B. Donc, une fois qu'elle atteint ce moment-là, la résistance va être alimentée en même temps par la capacité et par l'alimentation. Donc, s'il n'y avait pas de capacité, donc les pointillés ici, c'est la tension au bord de la résistance s'il n'y avait pas de la capacité, mais à un certain moment, à un certain point ici, vous voyez que il va y avoir un décalage, c'est-à-dire que finalement c'est la capacité qui va continuer à alimenter la résistance et non pas la tension parce que cette tension va devenir plus petite. Donc il y a un certain point qu'il faut déterminer, un point B normalement où ça va se décaler. Sauf que ce point B, ben, on va le supposer assez proche de Vmax. De même, en se déchargeant, ben, la capacité à un certain moment A, ben, qu'est-ce qu'elle va faire?
la tension donnée par la capacité va être plus petite que la tension donnée par la source, et dans ce cas, c'est la capacité qui va se charger. Alors bien sûr, ce point A, ben, il dépend de quoi? Il dépend de la résistance. Ici, c'est un exemple de résistance à 100 ohms. Et pour plusieurs capacités, vous voyez que plus RC, la constante du temps, RC est grande, plus la décharge, elle va être lente, et plus la décharge va être lente. Ici, par exemple, on est à 4700 microfarad, alors qu'ici, on est à 100 microfarad. Donc, plus la capacité multipliée par la résistance, c'est-à-dire la valeur RC est grande, plus on va avoir des choses qui sont assez plates. Donc, on va s'approcher du signal continu que l'on veut obtenir. Plus la capacité est faible, ben, la décharge va être rapide, et donc on va atteindre ce point A ici. Donc le point A, justement où les deux courbes se rejoignent, ben, il dépend d'abord de la valeur de la capacité, de la valeur de la résistance, mais il dépend également de la fréquence du signal d'entrée. Parce que si on garde la même résistance, par exemple 100 ohms, et on regarde par exemple 460 microfarad, et qu'on a une fréquence qui est plus élevée, c'est-à-dire que ce lobe-là, ben, il ne devrait pas être ici, il devrait être par exemple ici, ben, le point A il va se déplacer ici, au lieu d'être ici. Et donc, la détermination du point A et du point B, c'est ce qui va nous permettre de déterminer d'abord notre delta V. Et notre delta V, c'est la performance qui va mesurer à quel point on a pu bien faire notre filtrage. Donc, pour calculer ce delta V, on va faire quelques simplifications. Donc, justement, on va considérer que ce point B, c'est ce point B-là. Ben, on ne va pas essayer de mesurer ces différences ici. Sachant bien sûr que normalement, si on veut faire du filtrage, on ne devrait pas être dans ce cas-là. Ça, c'est pas du filtrage. Alors, être dans le filtrage, c'est être dans ces niveaux-là. Et dans ces niveaux-là, vous voyez bien que le point B, il est très proche. Cette simplification, elle se justifie. Et deuxième hypothèse qu'on va faire, c'est que on ne va pas considérer que le point A, donc juste pour calculer le VA, parce qu'il faudrait qu'on détermine le VA. Le delta V, c'est tout simplement cette tension et cette tension. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour déterminer cette tension ici, on va supposer que elle est égale à cette tension. Tout simplement pour éviter de calculer cet instant, parce qu'on ne connaît pas l'instant où les deux courbes vont se croiser. Alors on peut le faire, on peut le calculer soit géométriquement, soit analytiquement, soit en utilisant des logiciels. Mais pour simplifier le calcul, on va supposer que ben, cette tension, elle est presque égale à cette tension. Et bien sûr, on va considérer que cette tension, elle est presque égale à cette tension. Donc, on n'est pas en train de calculer delta V exactement, mais on est en train de faire des simplifications qui vont faire que je peux calculer une valeur très proche de delta V. Alors, dans ce cas, delta V, c'est le VC, c'est la tension au bord de la capacité dans le point A, moins la tension de la capacité au point B, pardon, moins la tension de la capacité au point A, qu'on peut exprimer comme suit. Alors, ici, c'est un Vmax exponentiel moins l'instant TA sur RC qu'on va considérer qui est égal à la période de sortie TC. C'est-à-dire que au lieu on n'est pas en train de confondre le point A ou l'instant A avec l'instant TS, mais on est en train de confondre et de supposer que la tension ici, elle est égale à la tension ici. Attention, cet instant-là n'est pas approximatif de cet instant. C'est cette tension qui est approximative de cette tension. Donc on dit que Vmax exponentielle moins l'instant TA sur RC, elle est à peu près égal à Vmax exponentielle moins TS sur RC. C'est-à-dire que on suppose, on assimile ce point à ce point. Donc l'approximation elle est sur la tension et non pas sur l'instant. On n'est pas en train de remplacer ici l'instant TA par TS, mais on est en train de remplacer VC par une tension proche de VC au point A. D'accord? Alors pour le point B, tout simplement, on va supposer qu'il s'agit de exponentielle T moins RC, c'est-à-dire l'instant où on est ici. Alors ceci me fait que delta V va être égal à Vmax divisé par 2 RLC
multiplié par la fréquence du signal de sortie. Alors pourquoi j'utilise ici Fs et non pas F tout simplement ou Fe? Parce que si on est en mono-alternance, le Fs est égal à Fe, mais si on est en double alternance, le Fs est égal à 2Fe. La fréquence de sortie, on l'a vu, elle est le double de la fréquence d'entrée. Donc ça c'est une formule générale, que ce soit on est en mono ou bien on est en double alternance, cette valeur elle est vraie. Alors pour la valeur moyenne, donc là on est en train de voir la valeur moyenne du signal redressé et filtré, qui est différente de celle de tout à l'heure, c'est tout simplement Vmax 1 moins 1 sur 2 RCF.